À 16 ans, ma mère m'a envoyé dans un centre de rééducation comportementale parce que mon frère a simulé une ecchymose et m'a traité de violent. 2 ans plus tard, ses mensonges se sont effondrés. Il a été pris en flagrant délit de vol. Mon père a finalement avoué qu'il connaissait la vérité. Et la dépression de ma mère a fait les gros titres. Salut, Reddit. Ma famille a passé des années à me traiter de problème. Ils ont menti, tout déformé, et finalement m'ont envoyé loin pour me réparer. Je suis resté silencieux, j'ai construit ma propre vie, et je pensais être libre jusqu'à ce que toute leur mascarade commence à s'effondrer. Mais d'abord, voici comment tout a vraiment commencé. Je m'appelle Antoine, j'ai 16 ans. Je vis dans une maison qui semble parfaite si vous passez trop vite. Ma mère, Claire, l'appelle son espace sûr. Les pelouses sont toujours impeccablement tondues. Les rideaux sont toujours assortis. Même la boîte aux lettres est essuyée. À l'intérieur, cependant, tout semble pouvoir exploser à la moindre étincelle. Mon père, Thomas, voyage la plupart des semaines. Quand il est à la maison, il se réfugie dans son bureau, faisant semblant de travailler. Il est doué pour hocher la tête sans écouter. Maman dit qu'il est le pilier, mais c'est seulement parce qu'il ne prend jamais parti. Ensuite, il y a mon frère, Rémi, 13 ans, visage d'ange, fausse innocence, rapporteur à plein temps. Il a compris très tôt que faire semblant d'avoir peur de moi le sortait des ennuis. Je pouvais respirer trop fort et il disait que j'étais encore en colère. Maman me réprimandait avant même de demander ce qui s'était passé. Chaque matin, maman commence avec sa voix de liste de contrôle. Chaussures près de la porte, vaisselle rangée, pas de miettes sur le comptoir. Elle n'est pas méchante au début, juste exigeante. Mais le ton change vite si vous ne suivez pas le script. Elle garde un tableau blanc dans la cuisine avec les normes de la maison. C'est comme ça qu'elle appelle les règles. Chacune a une coche à côté si vous avez bien fait ce jour-là. Elle dit que ça enseigne la responsabilité. Je ne dis rien parce que répliquer ajoute juste une croix rouge à côté de mon nom. Nous allons à l'église tous les dimanches. Rémi joue l'ange. Les gens l'aiment là-bas. Maman rayonne quand quelqu'un dit « Vous avez élevé de si gentils garçons ». Elle ne me regarde pas quand ils le disent. L'école n'est pas un répit. Les professeurs me cataloguent comme ayant un problème d'attitude. Apparemment, demander pourquoi une règle existe signifie que vous êtes irrespectueux. Alors je me tais. J'ai des notes décentes, pas excellentes, parce que j'en ai marre d'entendre maman dire « Tu pourrais faire mieux si tu te concentrais comme ton frère ». Madame Dubois, notre voisine, n'arrange rien. C'est le genre de personne qui arrose ses plantes juste pour espionner. Elle dit à maman qu'elle s'inquiète pour moi. Dit que j'ai l'air en colère quand je rentre de l'école. Maman gobe ça. Après une de ces conversations, je suis rentrée à la maison pour trouver ma porte ouverte et mes affaires réarrangées. Elle a dit qu'elle vérifiait si je fumais des cigarettes. Je ne fume même pas. Cette nuit-là, j'ai commencé à enfermer mon téléphone dans une boîte à chaussures sous mon lit. Elle l'avait déjà fouillé une fois, disant qu'elle s'assurait que je ne fréquentais pas de mauvaises influences. La maison fonctionne sous surveillance. Des caméras dans le salon pour l'assurance, des codes de porte que maman change tous les mois. Elle appelle ça une parentalité responsable. J'appelle ça de la paranoïa. Je garde ma santé mentale en réparant mon vieux vélo. Il y a quelque chose dans le fait de serrer des boulons et d'entendre le clic des vitesses qui a du sens. Les machines ne mentent pas sur ce qui ne va pas chez elles. Rémi aime me regarder depuis le porche. Il sourit comme si nous étions de bons frères. Puis il dit quelque chose comme « Maman a dit que tu ne devais pas utiliser les outils sans demander ». Puis il court à l'intérieur avant que je ne puisse répondre. 10 minutes plus tard, maman est à la porte et dit « Qu'est-ce que je t'ai dit sur le respect de la propriété de la maison ?» Quand papa est parti pour un autre voyage plus tard cette semaine-là, Rémi a commencé à se vanter de ses nouveaux privilèges. Maman lui a donné accès à la tablette familiale et lui a dit qu'il pouvait aider à suivre les tâches ménagères. En gros, il a été promu espion. J'ai essayé de parler à maman à ce sujet une fois. J'ai dit, j'ai l'impression que tu le crois, quoi qu'il dise. Elle a dit, alors peut-être arrête de lui donner des raisons de s'inquiéter.
Ce fut toute la conversation. Le vendredi, l'air dans la maison était lourd. Même les lumières semblaient trop vives. Rémi me testait, cassant de petites choses. Un cadre photo, un chargeur de téléphone, puis chuchotant, « Maman va te blâmer ». Il n'avait pas tort. Cette nuit-là, après que tout le monde soit allé se coucher, je suis allée dans le couloir pour prendre de l'eau. J'ai entendu la porte de mes parents entr'ouverte. La voix de maman était nette. Basse. Il va tout ruiner ce que nous avons construit. La réponse de papa est venue étouffer. C'est juste un gamin. Non, dit-elle, c'est un problème. Je suis restée là, immobile, jusqu'à ce que le plancher grince. Les voix se sont arrêtées. Je suis retournée dans ma chambre et je me suis allongée là, fixant le ventilateur de plafond. Il bourdonnait faiblement, déséquilibré. J'ai pensé à la façon dont même quelque chose de parfaitement installé peut se défaire si ça tourne trop longtemps. C'est ce que ressentait la maison. Tout tournait, faisant semblant d'être sous contrôle. La semaine a commencé tendue. Personne ne l'a dit à voix haute, mais la maison semblait attendre que quelqu'un fasse une erreur. Maman arpentait plus que d'habitude, les lèvres serrées, les yeux fuyants comme si elle cherchait quelque chose de déplacé. Papa restait tard au travail tous les soirs, prétextant des réunions supplémentaires. Rémi souriait trop. Se faut calme avant qu'il ne fasse quelque chose. Mercredi après-midi, maman était dans son bureau, terminant une présentation pour son travail. Rémi planait derrière elle, faisant semblant d'aider. 10 minutes plus tard, je l'ai entendu crier. Le genre de cri qui vous retourne l'estomac. J'ai couru et je l'ai vu serrer son ordinateur portable, les yeux fous. C'est parti. Le fichier a disparu? A-t-elle crié. Rémi a reculé, les mains levées. Antoine a utilisé l'ordinateur plus tôt, a-t-il dit rapidement. Ce n'était pas vrai. Je ne l'avais pas touché, mais elle s'est tournée vers moi avant que je ne puisse parler. Tu as fait ça, n'est-ce pas? Tu ne supportes pas de voir quelqu'un d'autre réussir. J'ai dit, je n'ai même pas ouvert ton ordinateur portable. Elle m'a montré du doigt comme si elle s'adressait à un criminel. Tu trouves ça drôle? J'ai une date limite. Papa est entré à mi-chemin et a juste soupiré. On peut pas, a-t-il dit. Maman l'a ignoré et a crié, tu me sabotes. Je suis restée là, les mains ouvertes. Vérifie l'historique, j'ai dit. Tu verras. Je n'étais même pas connectée. Elle n'a rien vérifié. Elle a juste claqué l'ordinateur portable et est partie en trombe. Plus tard, je l'ai entendu dire à papa que la sauvegarde automatique l'avait restauré. La corbeille a montré qu'il avait été renommé et supprimé pendant que Rémi aidait. Le dîner ce soir-là était un champ de mine. Rémi n'arrêtait pas de me donner des coups sous la table, chuchotant, peut-être ne touche pas aux affaires de maman la prochaine fois. Je lui ai dit d'arrêter. Maman a levé les yeux de son assiette. Ne commence pas, je ne commençais pas. J'ai à peine dit quoi que ce soit. Elle a critiqué tout ce que je faisais. Comment je mâchais, comment je respirais, comment j'avais l'air, ailleurs. Papa fixait sa nourriture comme s'il voulait disparaître. Quand le téléphone de maman a vibré, elle a lu quelque chose, a froncé les sourcils et a marmonné, incroyable. Elle a posé le téléphone avec force. Ta professeure m'a envoyé un email, a-t-elle dit. Apparemment, tu es encore irrespectueux. Non coopératif. C'est vrai? J'ai dit, je n'ai rien dit d'irrespectueux. J'ai juste demandé. Elle m'a coupé. Tu ne peux juste pas t'empêcher de répliquer, n'est-ce pas? Papa s'est frotté le front. Antoine, tu dois arrêter de tout rendre plus difficile que ça ne l'est. Fais juste ce qu'on te dit. J'ai dit, je ne fais rien de mal. Il a claqué, alors prends les choses au sérieux ou sors. J'ai senti l'air quitter ma poitrine. Rémi s'est penché en arrière sur sa chaise comme s'il regardait un spectacle. Maman a dit, ça suffit. Va dans ta chambre. J'en ai marre. Je me suis levée mais je suis restée là, essayant de trouver les bons mots. J'ai dit, vous n'écoutez même plus. Elle a dit, parce que j'en ai marre des mensonges.
Rémi avait son téléphone à moitié caché en train d'enregistrer. J'ai vu le reflet dans le meuble en verre. Il voulait une preuve de ma crise. J'ai fait un pas de plus vers le comptoir et j'ai frappé la main dessus. Le son a résonné. Personne n'écoute, j'ai dit. Ma voix s'est brisée à mi-chemin. Je ne criais pas de menace. J'étais juste fatiguée. Rémi a sauté, s'est précipité vers les escaliers et a crié, il m'a frappé. Maman a halté et a couru après lui. Je l'ai suivi quelques secondes plus tard. Elle était dans sa chambre, le tenant pendant qu'il faisait semblant de pleurer. Son écran de jeu était par terre, fissuré au milieu. Il avait une main sur son épaule, rouge comme s'il l'avait frotté fort. Il m'a attrapée et l'a jetée, a dit Rémi entre de faux sanglots. Maman m'a regardé comme si j'avais sorti un couteau. Tu as fait ça, a-t-elle demandé. J'ai dit, non, je ne l'ai pas touché. Elle n'a pas scié. Reste là, a-t-elle dit, la voix basse et tranchante. Ne bouge pas, papa est arrivé en courant, a regardé l'écran, puis moi. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? J'ai dit, demande-lui. Il l'a cassé plus tôt. Rémi a dit, il ment. Il a paniqué. Maman n'a pas demandé plus de détails. Elle a sorti son téléphone et a dit qu'elle appelait la police pour sa sécurité. J'ai dit, vous êtes sérieuse? Quand les agents sont arrivés, tout a ralenti. Ils ont posé des questions, ont regardé autour d'eux, n'ont vu aucune blessure réelle. Rémi continuait de renifler dans les bras de sa mère. Je me tenais près du mur, engourdi. Un des policiers m'a demandé si je voulais aller ailleurs pour la nuit. J'ai dit non. Il a hoché la tête. A dit à maman qu'il ne pouvait pas faire grand-chose. Quand ils sont partis, le silence était pire que les cris. Maman a dit, tu as besoin d'aide. Ça ne peut pas continuer. J'ai dit, je ne l'ai pas blessée. Elle a dit, c'est exactement ce que dit quelqu'un qui est dans le déni. Papa a commencé à faire un petit sac avec mes vêtements. J'ai demandé où j'allais. Il a dit, fais juste ce que ta mère dit. C'est pour le mieux. Je n'ai plus discuté. Le lendemain matin, maman était déjà habillée, les clés de voiture à la main. Elle a dit, nous t'emmenons dans un programme, un bon. Ils aident les familles comme la nôtre. Elle a fait sonner ça comme des vacances. Papa portait le sac. Rémi était assis au bas des escaliers avec ses céréales et ce même petit sourire narquois qu'il avait toujours quand les choses allaient dans son sens. Je suis sortie sans le regarder. Dans la voiture, maman a parlé de guérison et de nouveaux départs. Sa voix était calme, presque joyeuse, comme si elle avait résolu un gros problème. J'ai regardé par la fenêtre. Les maisons défilaient. Pelouse parfaite, allée propre, famille qui pensait probablement que nous étions normaux. Je n'ai pas dit un mot pendant tout le trajet. Je n'arrêtais pas de penser, ce n'est pas de l'aide. C'est du nettoyage. Ils ne me sauvaient pas. Ils se débarrassaient de moi. L'endroit où ils m'ont emmené s'appelait le Centre de réinsertion jeunesse des boulots. L'enseigne devant avait un logo d'arbre et le slogan « Reconstruire des avenirs ». Ça ressemblait à une école de l'extérieur. Murs de briques, herbes tondues, grandes fenêtres. Mais quand les portes se sont refermées derrière moi, ça a fait un bruit de verrouillage. Un membre du personnel avec un sourire en plastique a pris mon sac. « Bienvenue au boulot », a-t-elle dit. Son badge disait Angèle, mais elle le disait comme si elle lisait une ligne d'une brochure. J'ai dû vider mes poches, donner mon téléphone, ma ceinture, mes lacets, même mes écouteurs. Ils m'ont donné un sac en plastique transparent avec une brosse à dents, 2 chemises avec « Les boulots » imprimées au dos, et un jogging gris uni. Tout avait une étiquette numérotée. La mienne était 47B. Ensuite est venu le détecteur de métaux et une liste de contrôle sur la contrebande. Le personnel était poli, mais avait ce ton faux que les gens utilisent quand ils savent déjà que vous n'appartenez pas ici. L'admission a duré environ 1 heure. Formulaire, signature, une infirmière du conseil lisant le script. Ils m'ont fait passer comme sur une chaîne de montage qu'ils avaient fait 100 fois. Le couloir sentait l'eau de javel et la nourriture de cafétéria.
Ma chambre avait 2 lits superposés en métal, une petite fenêtre trop haute pour être atteinte, et une commode fissurée. Mes colocataires sont arrivés plus tard. Marc, 17 ans, grand, sourire sarcastique, et Louis, 15 ans, calme, petite carrure, cerne sous les yeux. Marc a jeté son sac sur le lit et a dit « T'es le nouveau ? Bienvenue au lycée des boulots pour les moralement confus. » J'ai demandé depuis combien de temps il était là. Il a souri. Trop longtemps pour encore m'en soucier. Louis a à peine levé les yeux. Il écrivait quelque chose dans un cahier. Toutes les nuits, j'allais l'apprendre plus tard. Il écrivait des lettres à sa petite sœur. Il disait qu'elle était la seule à croire encore qu'il rentrerait bientôt à la maison. La première nuit, extinction des lumières à 21h. Un garde faisait des rondes toutes les heures. Des faisceaux de lampes de poche balayaient les murs. On n'avait pas le droit de fermer complètement la porte. Le matin commençait avec une cloche à 6h. Le petit déjeuner était des œufs en poudre, du pain grillé et du lait qui avait d'un goût de plastique. Puis la thérapie de groupe. La thérapie de groupe se faisait en cercle sur des chaises en plastique sous une affiche qui disait « Assume ton mal. Trouve ta paix ». La conseillère, Mademoiselle Desnains, parlait comme une animatrice de podcast. La responsabilité est une guérison, disait-elle. Chaque enfant devait expliquer ce qu'il avait mal fait. Quand ce fut mon tour, j'ai dit, je n'ai blessé personne. Mon frère a menti. Elle a souri trop largement. Le déni est courant à ce stade. Tu y arriveras. J'ai dit, il n'y a rien à arriver. Elle a écrit quelque chose sur son presse-papier, la résistance a besoin d'empathie structurée. Après ça, j'ai arrêté de partager. Marc m'a prévenu plus tard. Si tu ne dis pas pardon, il te garde plus longtemps. Il avait appris à faire semblant. Tu leur dis juste que tu comprends tes déclencheurs et tu pleures un peu, a-t-il dit. Ensuite, il te déclare guéri. Louis a chuchoté, ça n'a pas d'importance. Ils ont déjà écrit nos histoires. Les jours se sont estompés. Petit déjeuner, corvée, thérapie, feuille de travail sur les cycles de colère, extinction des lumières. La même chose tous les jours. Parler ne menait nulle part. J'ai commencé à faire de l'exercice le matin, pompes, abdominaux, tours dans le couloir. Ça m'a aidé à rester silencieux. Nous n'étions pas censés écrire quoi que ce soit qui ne soit pas approuvé par le programme, mais je gardais un petit carnet sous mon matelas. J'écrivais de courtes lignes, pas des trucs de journal intime, juste des faits. Jour 9, la conseillère dit que mentir est un mécanisme de défense. J'ai dit, le silence aussi. Jour 14, Marc a ri au petit déjeuner pour la première fois. Jour 20, Louis a dit qu'il rêvait de la maison toutes les nuits. Moi non. 2 mois plus tard, maman a visité. Le personnel a arrangé la pièce pour la rendre confortable. Plantes, biscuits, fausse chaleur. Elle m'a serré dans ses bras comme quelqu'un posant pour une photo. Tu as l'air plus calme, a-t-elle dit. J'ai dit, j'étais calme avant. Elle a souri serrée. Vois-tu, c'est l'attitude que nous corrigeons. Elle a parlé à la conseillère après, félicitant les boulots de m'avoir remis sur le droit chemin. Je l'ai entendu rire dans le couloir. Je ne me sentais pas en colère, juste vide. Après ça, je ne l'ai plus revu. Marc rendait les choses supportables. Il plaisantait sur les animateurs de groupe, les appelant la « police des émotions ». Mais la nuit, quand les lumières s'éteignaient, il parlait plus doucement. « Tu sais pourquoi tu es ici ?» a-t-il dit un jour. « Pas à cause de ce que tu as fait. Parce qu'ils avaient besoin de croire qu'ils avaient géré ça. C'est plus facile de dire « Mon fils reçoit de l'aide » que « Nous l'avons bousillé ». Louis a hoché la tête de l'autre lit superposé. Mieux vaut un gamin en rééducation qu'une famille brisée. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste écrit plus tard. Après 6 mois, ils ont dit que j'étais prêt à être libéré. Je n'avais pas avoué de mal, mais j'avais été silencieux, j'avais suivi les règles et je ne m'étais pas battu. C'était suffisant. Ils m'ont dit que j'avais fait des progrès significatifs. Au boulot, les cases cochées valaient des confessions. La conformité ressemblait à une guérison sur le papier.
La nuit avant mon départ, Marc a marché avec moi jusqu'à la grille après l'extinction des lumières. Le ciel à l'extérieur de la fenêtre à barreaux semblait immense, vide. Il a dit, quand tu sortiras, ne t'attends pas à une nouvelle famille qui t'attend. Attends-toi à la même, juste plus silencieuse. J'ai dit, je sais. Et le matin, ils m'ont rendu mon téléphone. Batterie morte, pas de message. Un membre du personnel m'a remis un dossier intitulé « Plan de transition à domicile ». Il y avait écrit des choses comme « Sois honnête sur tes progrès » et « Pratique la patience avec la réintégration familiale ». Papa attendait dans la voiture dehors. Il n'est pas sorti, a juste hoché la tête quand j'ai ouvert la porte. Le trajet en voiture jusqu'à la maison a été silencieux, sauf la voix du GPS. Papa s'est éclairci la gorge une fois, a dit « Ta mère s'est inquiétée à mourir ». J'ai regardé par la fenêtre. J'ai pensé à ce que Marc avait dit. Comment les gens préfèrent une histoire nette à la vérité désordonnée. Je me suis demandé comment on parlait à des gens qui avaient déjà décidé qui vous étiez. Quand nous sommes entrés dans l'allée, les fleurs de maman étaient toujours alignées parfaitement, éclatantes contre les briques propres. On aurait dit que rien n'avait changé. Et d'une certaine manière, c'était pire que si tout avait changé. La première chose que j'ai remarquée en rentrant dans la maison, c'était l'odeur. Les mêmes bougies, le même cirage, le même faux sentiment de calme. Maman Claire était dans la cuisine, affichant son sourire, tout va bien. Un plateau de biscuits était sur le comptoir, comme quand des invités venaient. Elle a dit « Bienvenue à la maison », comme si elle saluait un voisin. Rémi est descendu les escaliers, souriant largement. « Salut, grand frère », a-t-il dit. Il avait l'air plus âgé d'une manière ou d'une autre, confiant. Ses cheveux étaient coiffés, ses vêtements neufs. Il y avait aussi une nouvelle installation de jeu dans le salon. Grand écran, lumière LED, toute nouvelle chaise. Papa se tenait dans le coin avec son téléphone à moitié dans la main. Il m'a tapoté rapidement l'épaule. « Nous faisons tous des erreurs », a-t-il dit comme s'il lisait une citation de quelque part. Mon ancienne chambre avait disparu. Il l'avait transformée en chambre d'amis. Peinture fraîche, coussins décoratifs, aucune trace de moi. Mes affaires étaient emballées dans des cartons dans le garage, étiquetés « Vieilles affaires d'Antoine ». Ce soir-là, nous avons dîné comme si c'était un jour férié. Maman a posé des questions de surface. « Est-ce qu'ils te nourrissent bien là-bas ? As-tu appris quelque chose d'utile ? » J'ai dit oui, juste pour faire court. Rémi n'arrêtait pas de me regarder entre deux bouchées comme s'il attendait que je fasse une gaffe. Le lendemain matin, j'ai trouvé une note scotchée au réfrigérateur. Directive de la maison pour la réintégration. Il y avait des points comme « respecter l'espace »,« communiquer calmement »,« faire preuve de fiabilité ». Ce n'était pas signé, mais l'écriture était celle de maman. L'école n'était pas mieux. Le premier jour de rentrée, les gens me regardaient comme si j'étais une nouvelle exposition. Des chuchotements me suivaient des casiers à la classe. Quelqu'un a dit, c'est le gamin qui a frappé son frère. Je l'ai entendu assez de fois pour que j'arrête de faire semblant de ne pas l'entendre. Un professeur, Monsieur Dubois, m'a pris à part après la classe. J'espère que tu vas mieux maintenant, a-t-il dit, lentement et prudemment, comme on parle à un toxicomane en convalescence. J'ai dit, oui, c'était ça. À la fin de la semaine, j'ai entendu dire que Rémi disait aux gens qu'il m'avait pardonné. Un camarade de classe a dit, c'est vraiment mature de la part de ton frère. J'ai ri une fois fort, puis j'ai arrêté. À la maison, maman me traitait comme un invité en probation. Elle disait des choses comme, c'est bien de te voir faire des efforts. Ou, j'espère que cette version calme de toi durera. Si j'oubliais de fermer un placard ou de laisser une lumière allumée, elle faisait une pause, respirait par le nez et disait, ne retombons pas dans les vieilles habitudes. Papa évitait toute vraie discussion. Il disait juste, nous sommes fiers de toi, sans lever les yeux de son téléphone. Rémi aimait me tester. Il empruntait mes écouteurs et oubliait de les rendre. Une fois, je l'ai surpris dans le garage en train de fouiller dans mes cartons. Je cherchais juste mes vieilles affaires, a-t-il dit. Il a souri et a laissé une bande dessinée à moitié déchirée par terre. Je n'ai pas réagi.
Je savais qu'il voulait que je le fasse. Après 2 semaines, j'ai trouvé un emploi à temps partiel dans un garage automobile local. Le propriétaire, Patrick, la quarantaine, chauve, main lourde, pas de petite conversation. Il a dit, « Tu travailles, tu es payé. » Ne déconne pas, ça me convenait. L'endroit sentait l'huile et le métal, et le bruit des outils était constant mais réconfortant. Les machines ne posaient pas de questions. Patrick m'a appris à changer les freins, à lire les bruits du moteur. Il ne se souciait pas de mon histoire. Un jour, quand je lui ai demandé s'il avait besoin de ma carte d'identité pour les papiers, il a dit, « Présente-toi à l'heure. » C'est suffisant comme carte d'identité. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais normale. J'aimais la façon dont la Grèce restait honnête. Elle ne cachait pas ce qu'elle était. À la maison, rien n'avait changé. Maman évitait toujours le contact visuel. Rémi continuait de trouver de nouvelles façons de me provoquer. Il entrait dans ma chambre, enfin, la chambre d'amis, et disait, « Ça ne te dérange pas si j'utilise ton ancien chargeur, n'est-ce pas ?» Je disais, « Si, ça me dérange. » Et il souriait. Les conversations au dîner étaient courtes. Maman posait des questions sur le travail. Papa commentait la météo. Rémi se vantait de ses notes, de ses amis, de tout. Il était à nouveau l'enfant parfait. Un soir, je suis rentrée tard après un service. Ils étaient dans le salon à regarder la télévision. Rémi a coupé le son et a dit, « Tu travailles dur ? Cet endroit doit apprendre la discipline. » Maman a souri faiblement. Vois, une structure positive, ça marche. Je suis montée sans répondre. Le lendemain, je suis rentrée tôt et j'ai entendu Rémi parler au téléphone dans sa chambre. Sa voix portait dans le couloir. Il est calme maintenant parce qu'ils l'ont réparé, a-t-il dit en riant. Oui, ça a marché. Il parle à peine. Il est comme un robot maintenant. Je suis restée près de la porte jusqu'à ce que je l'entende dire, maman a dit qu'elle était fière de la façon dont j'avais géré tout ça. Je suppose que je suis la raison pour laquelle les choses vont mieux. Son ami a ri. Rémi a dit, oui, je sais. Je suis la raison pour laquelle notre famille va bien. Je suis sortie par la porte d'entrée avant de pouvoir dire quoi que ce soit. L'air extérieur était assez froid pour piquer. Je me suis assis sur le trottoir en face. Le quartier était calme, les arroseurs fonctionnaient, les lumières des porches brillaient, de petites vies parfaites. J'ai pensé à la façon dont maman avait dit qu'il m'avait réparé. Ce qu'il voulait vraiment dire, c'est que j'avais arrêté de me défendre. Le silence, c'est ce qu'il voulait, et je le leur avais finalement donné. Une voiture est passée, les phares balayant mon visage. Je n'ai pas bougé. Je suis restée jusqu'à ce que la rue redevienne sombre. Le lendemain matin, j'ai ouvert un compte adolescent à la coopérative de crédit près du garage avec ma carte d'identité. J'ai déposé ma première paie. Je n'ai rien dit à personne. Je ne savais pas exactement pourquoi j'économisais. Peut-être une voiture, peut-être une chambre loin. Mais ça faisait du bien de savoir que j'avais quelque chose qui était à moi à nouveau. Quelque chose que personne ne pouvait prendre ou déformer dans leur histoire. J'ai gardé les reçus pliés dans mon portefeuille. Chacun ressemblait à un petit morceau de liberté. Rémi était devenu arrogant depuis mon retour. Au début, c'était de petites choses. Prendre mes affaires, mentir à ce sujet, rire quand je le prenais. Puis ça s'est transformé en autre chose. J'ai commencé à remarquer de l'argent manquant dans le sac à main de maman. De petites choses disparaissant des tiroirs. Quand maman l'a remarqué, elle ne lui a même pas demandé. Elle m'a demandé à moi. « Je sais que tu as essayé », a-t-elle dit un soir, la voix calme mais tranchante sur les bords. Mais les vieilles habitudes ne disparaissent pas du jour au lendemain. J'ai dit, « Tu penses que j'ai volé 20 €? » Elle a soupiré. Je n'ai pas dit ça. Rémi est passé, mangeant des chips, faisant semblant de ne pas écouter. J'ai vu le coin de sa bouche tressaillir. Le lendemain matin, elle a trouvé sa montre disparue. Elle m'a encore accusée. Ce soir-là, Rémi a posté une histoire en ligne disant « Quand les personnes toxiques jouent les victimes, c'est juste triste. »
Il a tagué une citation sur le fait que la guérison n'est pas réelle pour tout le monde. Quelques jeunes de l'école l'ont partagé. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Les gens croient ce qu'ils veulent. Il aimait ce silence. Il planait près de moi au petit déjeuner et disait « Tu vas crier cette fois ou tu vas faire ton truc de colère silencieuse ?» Je n'ai pas répondu. J'ai juste pris mon sac et je suis parti pour le garage. Au travail, Patrick me tenait occupé. Graisse, outils, clients qui se plaignaient de bruit que leur voiture ne faisait pas. C'était simple et honnête. Patrick ne parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, ça restait. La famille peut vous rendre fou, a-t-il dit un après-midi en serrant un boulon. Ils construisent une image dans leur tête, et ensuite ils sont en colère quand tu n'y corresponds pas, j'ai dit, ils pensent qu'ils m'ont réparé. Patrick a reniflé. Les gens aiment le contrôle. Tu as arrêté de leur donner la réaction qu'ils voulaient. C'est ce qui les rend vraiment fous. À la maison, les choses se délitent. Les mensonges de Rémi le rattrapent. Un de ses professeurs a appelé maman parce qu'il avait été pris en flagrant délit de plagiat d'une dissertation. Elle leur a dit qu'il était stressé par des problèmes familiaux. Quand je suis rentrée ce soir-là, elle pleurait dans la cuisine. Rémi avait disparu avec sa carte de débit pendant quelques heures. Quand il est revenu, il a dit qu'il avait besoin d'espace et a claqué sa porte. Elle s'est tournée vers moi comme si c'était ma faute. Tu ne peux pas essayer d'être de soutien ? Il est encore en train de guérir de ce qui s'est passé avec toi. J'ai dit, il ne guérit pas. Il vous manipule. Ses yeux sont devenus froids. Ne projette pas tes problèmes sur lui. J'ai arrêté d'essayer d'expliquer. Le silence était plus facile. Ça la dérangeait plus de toute façon. 2 jours plus tard, tout a éclaté. J'étais sous une voiture au garage quand j'ai entendu des cris devant. Patrick m'a appelé par mon nom. Tu ferais mieux de venir ici. Maman se tenait près du comptoir, le visage rouge, serrant son sac à main comme si elle allait le balancer. Vous devez arrêter d'encourager mon fils, a-t-elle dit à Patrick. Il est censé être en convalescence, pas caché dans des garages. Patrick a essuyé ses mains, calme comme jamais. Il travaille, madame. Plus dur que la plupart des adultes que je connais. Elle m'a montré du doigt. Vous ne comprenez pas. Il a des tendances violentes. Il a besoin de supervision. Il vous manipule. Patrick s'est rapproché, la voix basse mais ferme. Madame, la seule qui crie ici, c'est vous. Mon garage est pour le travail, pas pour ce que c'est. Elle a fulminé, tremblante. Vous regretterez de le protéger. Patrick a fait un signe vers la porte. Alors vous pouvez aller dépenser cette énergie ailleurs. Dehors. Elle a figé une seconde comme si elle ne pouvait pas croire que quelqu'un lui avait répondu, puis s'est retournée et est partie en trombe. Je n'ai pas dit un mot. Ce soir-là, elle m'attendait quand je suis rentrée. Les lumières étaient éteintes, sauf celle au-dessus de la table à manger. Elle se tenait là, les bras croisés. Comment oses-tu m'humilier comme ça ? A-t-elle dit. Marcher là-dedans en criant sur mon patron était ton idée. Je n'ai rien fait, ai-je dit. Tu m'as fait passer pour folle devant un étranger. J'ai dit, tu n'avais pas besoin de mon aide pour ça. Sa voix s'est transformée en un cri. Tu penses que tu es meilleur que cette famille maintenant ? Tu penses que tu peux juste te promener en faisant semblant d'être réparé pendant que le reste d'entre nous souffre ? Rémi est descendu, faisant semblant de faire l'intermédiaire. Maman, calme-toi. Il refait ça. Tu lui fais peur, Antoine. Je me suis tournée vers lui. C'est toi qui as commencé. Maman s'est interposée entre nous. Ne lève pas la voix. Je ne l'ai pas fait. Vois-tu, a dit Rémi, il refait ça. Quelque chose en elle a cédé. Elle m'a giflé. Le son a frappé plus fort que la douleur. Elle a figé, la main tremblante. Rémi a souri narquoisement derrière elle. Je me suis redressée. Ma voix était plate. Tu as plus besoin d'aide que moi. Papa est apparu du couloir, à moitié endormi, à moitié inutile. Il a regardé entre nous, n'a rien dit et est allé dans la cuisine. Le silence qui a suivi était pire que les cris.
Je suis montée et j'ai fait mon sac. Juste des vêtements, mon portefeuille, quelques outils du garage. J'ai écrit une note au dos d'une enveloppe. Je ne suis pas en colère, juste fini. Quand je suis redescendue, elle était assise à table, pleurant sans bruit. Rémi s'appuyait contre le mur, les bras croisés, jouant toujours l'innocent. Je n'ai rien dit. J'ai franchi la porte. Dehors, la nuit était fraîche et calme. Les lampadaires bourdonnaient. En passant devant la maison d'Accent Grave Côté, Madame Dubois était sur son porche, arrosant ses plantes bien qu'il fasse nuit. Elle m'a vu avec le sac et a dit « Bon débarras ». J'ai arrêté une seconde, je l'ai regardé. Oui, ai-je dit, à moitié souriant. Vous verrez. Puis j'ai continué à marcher. La chambre au-dessus du garage de Patrick n'était pas grande chose, mais elle était à moi. Elle sentait l'huile et le métal, et le plancher grinçait quand le vent changeait. J'ai terminé mon DAU, diplôme d'accès aux études universitaires, équivalent du GED en France, grâce à des cours du soir au centre communautaire. Personne à la maison ne demandait des nouvelles de l'école de toute façon. Patrick a arrangé ça avec le propriétaire tant que le loyer était payé et que les étiquettes des extincteurs étaient à jour. Personne n'a demandé mon âge. Je travaillais de longues heures au garage. Patrick me payait en espèces au début, puis a commencé à me déclarer. Il m'a donné une clé du garage et a dit « Ferme quand tu as fini. Ne brûle pas l'endroit. » C'était sa version de la confiance. Les nuits étaient calmes. Je m'asseyais près de la fenêtre avec mon ordinateur portable à taper. Au début, ce n'était que des notes, des souvenirs des boulots, les faux sourires, les lignes de thérapie scénarisées. Puis j'ai commencé à les publier en ligne sous un compte anonyme appelé « Ceux qu'ils ont réparés ». Le premier post disait « J'ai été envoyé loin pour quelque chose que je n'ai pas fait ». Ils ont dit que c'était de la guérison. C'était une punition. Les gens ont commencé à commenter. Certains ont dit qu'ils avaient été là aussi. Une personne a mentionné le même conseiller. Une autre a partagé des photos des dortoirs. En une semaine, j'ai reçu des dizaines de messages. Des jeunes, des parents, même un journaliste demandant des détails. Je n'ai pas donné mon nom ni mon emplacement. J'ai juste continué à publier. Quelqu'un a finalement laissé un lien vers un article d'il y a 2 ans. Le Centre de réinsertion jeunesse des boulots sous enquête pour pratiques contraires à l'éthique. Il mentionnait les mêmes conseillers, les mêmes méthodes. Il disait que l'endroit était géré par une entreprise qui changeait de nom tous les quelques années. Patrick m'a trouvé un soir, encore en train de taper quand il est monté vérifier le chauffage. « Tu fais tes devoirs ou tu commences une guerre ?» a-t-il demandé. Juste j'écris. Il a hoché la tête, a regardé autour de lui. Bien. Assure-toi juste d'en construire quelque chose. Ne laisse pas ça te dévorer. Quelques semaines plus tard, un de mes posts a été republié sur un grand forum. Les commentaires ont explosé. D'autres familles ont commencé à reconnaître le nom Les Boulots. Les actualités locales l'ont repris. Une petite histoire, mais assez pour remuer les choses. Ils l'ont appelé « Rééducation ou changement de marque, l'industrie cachée des programmes comportementaux ». Je n'ai pas dit un mot publiquement. Je n'en avais pas besoin. L'histoire parlait d'elle-même. Puis mon téléphone a sonné un après-midi. Maman, dès que j'ai répondu, sa voix tremblait. As-tu la moindre idée de ce que tu fais ? Tu es en train de ruiner cette famille. J'ai dit, tu veux dire la vérité ? Tu nous fais passer pour fous. Ton frère souffre à cause de ça. Tu traînes son nom dans la boue. J'ai dit, il a traîné le mien en premier. Elle a commencé à pleurer, puis est passée à la colère. Tu as toujours voulu de l'attention. Maintenant tu l'as. J'ai raccroché. Le temps a passé plus vite après ça. J'ai eu 18 ans, j'ai obtenu mon permis, et Patrick m'a remis les clés d'un vieux pick-up. Il est à toi si tu peux le réparer, a-t-il dit. Il m'a fallu 2 semaines pour le faire démarrer. Il n'était pas beau, mais il démarrait à chaque fois. C'était plus que ce que je pouvais dire pour la plupart des choses dans ma vie. Le travail est resté stable. Le compte continuait de grossir. Je n'ai jamais posté de nom, mais les gens ont fait les liens d'eux-mêmes.
Certaines nuits, je vérifiais les commentaires et je voyais des étrangers défendre des jeunes comme moi. Ça, c'était nouveau. Puis les appels ont commencé. D'abord de maman à nouveau, cette fois plus court. Ton frère a été suspendu. Elle l'a dit comme si c'était ma faute. Il a été pris en flagrant délit de vol d'argent à des camarades de classe. Il dit que c'est parce que tu lui as rempli la tête de ressentiment. J'ai dit, il se fait juste prendre pour ce qu'il a toujours fait. Elle a dit, n'ose pas parler de lui comme ça. Il est toujours ton frère. Je sais, ai-je dit, c'est le problème. Une semaine plus tard, papa a appelé. Sa voix était calme, fatiguée. Nous devons parler, a-t-il dit. Je l'ai rencontré à mi-chemin, sur le parking d'un restaurant. Il n'est pas sorti de la voiture, a juste baissé la vitre à moitié. J'ai vu Rémi casser cet écran, a-t-il dit. La nuit où tout a dérapé. Il avait peur. Et moi? Je n'ai rien dit. Je pensais que ça maintiendrait la paix. Je me suis appuyé sur le cadre de la fenêtre. Tu les as laissés m'envoyer loin pour maintenir la paix. Il a regardé le volant. Je suis désolé. J'ai sorti mon téléphone, j'ai commencé à enregistrer. Dis-le encore. Il a hésité. Antoine, dis-le. Je suis désolé. J'ai arrêté d'enregistrer. Je n'ai pas besoin de ta culpabilité, ai-je dit, et je suis parti. Je ne l'ai jamais posté. Le mois suivant, Rémi a été pris en flagrant délit de vol à l'étalage dans une supérette. Images de sécurité, police, tout. Maman est arrivée au poste en criant qu'il était un bon garçon et que tout n'était qu'un malentendu. Ça a fait la une du journal local. Un petit article en dernière page. Patrick me l'a tendu au travail, souriant. On dirait que le karma a un meilleur timing que la plupart des gens. Je n'ai pas souri, mais j'ai ressenti quelque chose de proche. Plus tard ce soir-là, je me suis assis sur le plateau du camion devant le garage. L'air sentait l'huile et la pluie. J'ai ouvert mon téléphone, j'ai fait défiler les commentaires des nouvelles, et j'ai vu des gens parler des boulots à nouveau. Cette fois, en le liant à des familles comme la mienne. Quelque part entre le bruit et le silence, j'ai réalisé que je ne me sentais plus en colère. Juste fini. La vérité était enfin plus forte que leur version. Pour la première fois, ça semblait suffisant. Cela faisait des mois que je n'avais eu de leurs nouvelles. La dernière chose que maman avait dite, c'est que j'avais détruit la famille. Après ça, le silence. J'ai continué à travailler, à réparer des voitures, à économiser de l'argent et à ne pas penser à eux. Puis un soir, près de l'heure de la fermeture, j'ai entendu frapper à la porte du garage. J'ai ouvert et j'ai vu Rémi. Il avait l'air dévasté. Le même sweat à capuche dont il se vantait, maintenant déchiré et sale. Ses yeux étaient rouges, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Maman m'a viré, a-t-il dit, la voix plate. Je me suis appuyée contre le comptoir. Pourquoi? Elle a pété un câble. A dit que je l'avais embarrassée. A dit que je m'étais avérée être exactement comme toi. Il a eu un rire sec qui s'est transformé en tout. Je suppose qu'elle a finalement manqué de personne à blâmer. Je lui ai tendu une bouteille d'eau et une serviette. Il s'est assis sur un tabouret, tremblant. Après une minute, il a dit, « J'ai menti, Antoine. Cette nuit-là, j'ai tout inventé. Je n'ai rien dit. Je voulais qu'elle me regarde. C'est tout. L'échymose ne venait même pas de toi. Je suis tombée de mon vélo plus tôt cette semaine. Je savais qu'elle le croirait. » Il a frotté ses mains sur son visage. Je ne pensais pas qu'il t'enverrait vraiment loin. Tu l'as fait? Ai-je dit doucement. Il a commencé à pleurer. Une crise complète. Je ne savais pas comment l'arrêter. Chaque fois qu'elle parlait de toi, elle me regardait comme si je l'avais sauvée. J'aimais ça. J'ai juste continué. Je n'ai pas ressenti de colère, juste de la distance. Je lui ai tendu une autre bouteille d'eau. Dis-le lui, pas à moi. Il a levé les yeux, confus. Elle n'écoutera pas, c'est ton problème maintenant. Il est parti quelques minutes plus tard, s'essuyant le visage.
Je les regardais marcher dans la rue, les épaules voûtées comme si l'air lui-même était trop lourd. Je suis rentrée, j'ai fermé la porte à clé et j'ai continué à travailler. La clé à molette dans ma main semblait solide, familière, réelle. Quelques semaines se sont écoulées, puis une lettre est arrivée par la poste, adressée de l'écriture de papa. Je l'ai ouverte à moitié, puis j'ai arrêté. J'ai survolé le premier paragraphe et je n'ai pas pris la peine de finir. Il disait, Claire fait une dépression. Rémi est en thérapie. Je quitte la ville. Je suis désolée pour ce que nous t'avons fait. Je l'ai pliée une fois, l'ai déposée dans un tiroir et ne l'ai plus jamais rouverte. 2 ans plus tard, j'avais 20 ans et je gérais mon propre coin du garage. Patrick avait pris une semi-retraite et me laissait gérer la majeure partie du travail quotidien. Il m'a mis sur les registres et m'a laissé facturer mes postes sous mon propre nom commercial, Réparation Automobile Antoine Dubois. Les affaires étaient stables. J'avais un petit appartement au-dessus d'une boulangerie de l'autre côté de la ville, simple mais calme. Je travaillais 6 jours par semaine, réparais ce qui était cassé et ne regardais pas en arrière. Patrick passait parfois. Il déposait un café sur le comptoir et disait « Tu te débrouilles bien, gamin ». C'était sa version de la fierté. J'entendais parler de ma famille par bribes. Un client a mentionné une femme nommée Claire qui avait commencé à se montrer à l'église, se plaignant de trahison. Un autre a dit que Rémi vivait avec des parents dans le Nord, faisant des allers-retours en thérapie, essayant de se trouver. Apparemment, maman avait essayé de poursuivre le district scolaire pour avoir ruiné la réputation de Rémi après son arrestation pour vol à l'étalage. Ça n'a mené à rien. Elle avait brûlé trop de ponts. Madame Dubois apporte parfois sa Corolla. Elle a dit à Patrick une fois, cette pauvre femme a finalement perdu la tête. Je n'ai pas ri. Ça ressemblait juste à l'histoire qui se terminait sans moi. Un matin, je suis entrée au garage tôt. La lumière du soleil frappait les étagères métalliques, faisant briller les clés à molette. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. Numéro inconnu. Le message disait, je lui ai tout dit. Je suis désolée. Je n'ai pas eu besoin de demander qui c'était. Rémi. J'ai fixé l'écran pendant un moment. J'ai tapé quelques mots, les ai supprimés, puis j'ai posé le téléphone. Je ne me sentais ni en colère ni satisfait, juste calme. Dehors, le matin était frais. La rue était vide, sauf le bruit d'un camion de livraison au bout du pâté de maison. Je suis sortie sur le parking, je me suis appuyée sur le capot d'un vieux pick-up sur lequel j'avais travaillé. J'ai sorti la clé à molette de ma poche arrière, la même que Patrick m'avait donnée il y a des années quand j'avais commencé. Le métal était lisse et usé par l'utilisation. Il a attrapé la lumière du soleil et a projeté une ligne nette sur le sol. Pendant une seconde, j'ai pensé à la façon dont tout ce que j'avais réparé au fil des ans avait une chose en commun. Rien n'est jamais revenu exactement comme avant. On pouvait le réparer, le faire fonctionner à nouveau, mais la rupture était toujours là, même si personne ne pouvait la voir. J'ai regardé le garage, la porte de l'atelier ouverte, le bruit d'une nouvelle journée qui commençait. Certaines choses ne se réparent pas. On apprend juste à vivre sans leur bruit.